dans God's Talent, l'émission des grands témoins. Vous êtes avec Bérénice Delafaye au micro et j'ai le grand plaisir d'accueillir Bruno Coleman. Bonjour, Monsieur Coleman. Vous êtes économiste, ça c'est en globalité, mais j'aimerais bien que vous vous présentiez vous-même pour voir un petit peu comment vous vous présentez auprès des auditeurs qui vous écoutent. Il y a plusieurs façons de se présenter. D'abord mon âge, je vais bientôt avoir 62 ans, j'ai une fille qui va en avoir bientôt 23. Je suis économiste de formation, avec une formation qui a été commise tant en Belgique qu'aux États-Unis. Et alors j'ai eu une carrière essentiellement centrée dans le domaine financier, mais j'ai voulu depuis une trentaine d'années absolument garder un pied dans le domaine académique. Donc j'enseigne, je consacre à peu près 20% de mon temps à l'enseignement depuis 3 décennies, dans les 3 régions du pays, et dans le domaine comptable, de la finance de marché. Et alors j'ai une grande passion au-delà de tout ça, qui est une passion intellectuelle, c'est que j'adore écrire. Et donc je publie pas mal de bouquins, beaucoup d'articles. J'ai une plume qui n'est pas linéaire, qui est parfois très effervescente et parfois très calme, mais qui a pour objectif de voir les événements de manière un peu différente, d'interpeller les choses, de me forcer à de la futurologie et en fait à offrir des idées parfois contradictoires au débat public. Et justement, en parlant de débat contradictoire, vous avez publié début de cette année-ci, un livre qui s'appelle « Une brûlante inquiétude ». Alors, de quoi êtes-vous inquiet, Bruno Coleman ? D'abord, c'est bizarre, c'est un titre qui a été construit un livre qui a été construit autour de son titre. C'est-à-dire qu'une brûlante inquiétude, c'est le nom d'une encyclique papale de Pie XI, qu'il avait publié en allemand en 1937, avec comme objectif de la faire lire en chair le jour des rameaux en Allemagne, pour prévenir des dangers du nazisme, qu'il ne citait d'ailleurs pas explicitement dans l'encyclique. Et je trouvais ce titre assez foudroyant, et j'ai voulu en fait construire un livre, ça m'a mis 3-4 mois, qui est en fait une combinaison d'économie et d'écologie, avec une révision de ce que j'avais pu écrire il y a un certain temps. Et j'ai aussi voulu partager mon idée un peu onirique, un peu mystique de ce que j'appelle l'État stratège, c'est-à-dire la reprise en main par l'État de certains leviers de l'économie qui ont été délaissés depuis la plongée dans le néolibéralisme. Mais en fait, ce livre n'est pas le premier dans la même veine, j'en ai écrit 3. J'avais écrit un livre au moment des Gilets jaunes qui s'appelait « Du rêve de la mondialisation au cauchemar du populisme ». Puis j'ai écrit un livre qui s'est appelé « Hypercapitalisme, le coup d'éclat permanent ». Et celui-ci, c'est le 3e, donc c'est une trilogie. Et le 4e livre sera publié sans doute en France cette année-ci. Ah oui. Ce sera un livre plutôt de théorie monétaire. Donc je vais revoir les grands courants monétaires et les replacer dans la réflexion contemporaine. Ok. Et donc ce sera le 4e tome, entre guillemets, de cette série. Ce livre ici, je pense que ça fait partie donc, de cette série. C'est né d'une intuition, je crois. Hein. Oui. Vous pouvez nous en dire plus ? C'est-à-dire que ma génération, et moi en particulier, nous avons en fait traversé tout ce qu'on appelle le néolibéralisme, puisqu'on est sorti de l'université au début des années 80, au moment où il y avait Thatcher, Reagan, tous ces penseurs néoclassiques, américains, anglo-saxons. Et maintenant, cette phase s'achève sur le Covid, sur la démondialisation. Donc on a été les témoins d'un bouleversement mondial assez stupéfiant. Et déjà il y a 15 ans, quand j'étais membre du comité de direction de la Bourse de New York, pendant la grande crise, j'avais été interpellé par les manifestations politiques anticapitalistes. Il y avait Occupy Wall Street, il y avait Podemos en Espagne, différents mouvements. Et je me suis demandé si finalement il n'y avait pas des mouvements qui étaient devenus inaudibles sous l'angle politique, mais qui devaient de nouveau être écoutés, parce qu'ils interpellaient une mécanique qui en fait était devenue folle au moment de la grande crise de 2008. Donc voilà, j'ai eu quelques indices de réflexion. Ça a conduit à des intuitions, parce que je n'ai pas la prétention de postuler quoi que ce soit, je n'affirme rien, je partage simplement un ressenti. Et comment est-ce que ça a été accueilli dans votre milieu, dans votre sphère un peu des économistes, du monde des affaires, etc. Je ne sais pas, je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup aimé, parce que j'étais censé, je crois, représenter le porte-drapeau d'une certaine réflexion néolibérale. Mais bon, d'abord, tout le monde a le droit de changer d'avis. Et deuxièmement, j'ai plongé en moi-même pour retrouver l'authenticité de ma pensée. Et je ne peux pas dissocier d'ailleurs ces écrits de mon histoire personnelle, parce que finalement, je suis un adolescent de l'État-providence.
J'étais boursier à l'université, sans l'État, je n'aurais pas été grand-chose. Mhm. Et donc, je ne fais que restituer une cohérence personnelle dans une pensée qui est bien sûr plus aboutie. Parce qu'à mon âge, on a construit sa plume, on a construit sa réflexion. Est-ce que votre fille a joué un rôle là-dedans? Non, la seule chose qu'elle médite, non pas vraiment, mais la seule chose qu'elle médite, c'est que je devais utiliser mon nom pour une cause utile au niveau sociétal. Okay. Elle m'avait raconté ça il y a quelques années. Ça m'avait interpellé parce que finalement, je pense qu'elle pose un regard assez détaché sur ce que je fais. Elle a sa propre vie, elle termine son droit à Leuven. Elle va étudier en Angleterre l'année prochaine, donc elle a sa propre vie en autonomie. Mais je pense qu'elle était très très interpellée par les aspects écologiques, très interpellée, profondément. Et je pense qu'elle voulait me dire qu'il fallait qu'à un moment, je puisse donner plus à la société que simplement être un zélote du capitalisme bancaire. Mmh. Parfait. Eh bien, c'est déjà la fin de la première partie. Ça passe très vite. Vous avez choisi une chanson pour cet intermède qui s'appelle Time de Pink Floyd. Pour quelle raison? Alors, Time de Pink Floyd, ça, c'est un morceau mythique que tout le monde connaît. C'est un morceau qui a été publié en mars 73, donc il y a un demi-siècle, qui m'accompagne depuis, comme les Beatles d'ailleurs, depuis un demi-siècle, depuis 50 ans. Et c'est en fait un texte qui est quasiment biblique, parce que c'est une résonance par rapport à l'inanité des choses, par rapport au temps qui passe. Et je pense que tous à un moment de notre vie, et plus souvent d'ailleurs à la fin qu'au début, on est interpellé par la finitude des choses, par le temps qui s'écoule, et par la difficulté d'appréhender ce temps qui inéluctablement disparaît. Mm-hmm. C'est Camus qui disait « Chaque homme commence l'humanité et chaque homme la termine ». Donc c'est un peu ça que voulait dire cette chanson. Donc elle m'inspire beaucoup. D'ailleurs, je commence souvent l'écriture d'articles ou de textes parfois très élémentaires en écoutant cette chanson qui me fait résonner de manière très intense au niveau personnel. Eh bien, on va voir si ça va résonner aussi auprès des auditeurs et on l'écoute tout de suite. Voilà, on est déjà de retour pour la deuxième partie sur un RCF dans God's Talent avec Bruno Coleman. Cette partie-ci de l'émission, ça parle de vos inspirations, donc plus de vous-même. La première question que je vais vous poser, est-ce que vous avez des films qui vous ont touché récemment ou pas récemment, hein, ça peut être des vieux films aussi. Oui, il y a beaucoup de films qui m'ont... J'ai récemment vu Tar, par exemple, qui est un film avec Kate Blanchett qui m'a fort impressionné. J'aime beaucoup le cinéma. Je n'aime pas le cinéma d'aventure, le cinéma militaire, enfin tout ça, ça ne m'intéresse pas, mais j'aime bien le cinéma avec des rôles de composition qui émeuvent beaucoup. Je ne suis pas sûr que dans mon enfance, j'ai beaucoup de films qui m'aient vraiment marqué, parce que j'habitais à Braine-l'Alleud, et il y avait un cinéma, mais c'était lointain, j'étais plutôt un homme de comportement et d'habitude rural, donc je n'ai pas été très profondément... Je crois que le film qui m'est le plus impressionné, c'est un film qui s'appelait The Pledge, que j'ai dû voir il y a une vingtaine d'années, avec Jack Nicholson, qui était un film assez étonnant sur un assassinat d'une petite fille. Ça m'avait fort frappé, je l'avais vu aux États-Unis d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, mais je ne suis pas tellement un homme de cinéma, je suis plutôt un homme de lecture, un homme d'écoute de musique. Ouais. D'accord, et au niveau lecture, alors, vous avez des œuvres ou des livres, peu importe, qui vous ont d'abord, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est actualité sociopolitique, je lis énormément de livres, et chaque fois que j'écris un livre, en moyenne, je dois en lire à peu près 100 à 150. Donc, pour être sûr que dans le filet que je lance de tous les courants d'idées, il n'y ait pas une idée, un éclairage qui m'est échappé. Donc, je lis ça en lecture rapide. Et ça veut dire que pour votre livre que vous avez écrit là, Une brûlante inquiétude, vous en avez lu autant ? À peu près, oui. À peu près, Et pas sur 4 mois quand même ? Non, mais je lis ça très rapidement. Donc, je peux lire un livre vous lisez rapidement. En 1 heure ou 2. Bon, et tous les chapitres ne sont pas intéressants. Je me concentre sur ce qui m'interpelle. Et d'ailleurs, je ne garde pas ces livres. Je les achète d'occasion d'ailleurs. Ah oui. Parce que ça ne sert à rien de les acheter neufs. Et donc, non, je vais simplement m'assurer qu'il n'y ait pas un contre-argument qui m'ait échappé, que je puisse analyser. Donc, ça m'ouvre à la réflexion. Donc, c'est une chose. Mais en fait, l'auteur qui a transformé ma vie, je pense, et aussi ma plume, c'est François Mauriac, qui est un écrivain catholique qui était né, je crois, en 1885. Et il est mort en 1970. En septembre, deux mois avant la mort de Charles de Gaulle, d'ailleurs, dont il était un des admirateurs et réciproquement, d'ailleurs. Et donc, c'est un homme qui a traversé le XXe siècle avec une plume romanesque assez étonnante et surtout des recueils de poésie qui m'ont complètement bouleversé.
Et j'ai eu cette chance, quand j'avais 10 ans, d'accompagner mon père, qui était lui aussi un amoureux de François Mauriac, dans la maison de François Mauriac, un an après sa mort. Donc c'était en 71, donc j'avais 10 ans à l'époque. Et mon père m'a fait comprendre toute l'œuvre romanesque de Mauriac par l'écoute de la nature, par la respiration en été des pins, qui étaient en fait les pins des Landes. Et ça m'a fort frappé. Donc cette écriture m'a profondément transformé, bouleversé. D'ailleurs, j'ai commis plusieurs livres de prose que quand je relis aujourd'hui, je serais incapable de réécrire, parce que je crois que je devais être dans un état singulier quand je l'ai fait, il y a 10 ans, et qui sont en fait la transposition du choc amoureux que j'ai eu avec cet auteur, François Mauriac. Et chaque fois que je peux écouter un podcast, chaque fois que je trouve un vieil article, on apporte d'ailleurs des vieux articles parfois de 50, 60 ans, je le fais parce que je suis fasciné par cet homme. Ah ouais, ça éveille ma curiosité, parce que je connais pas, je connais de nom, mais pas... on l'enseignait, c'était des lectures obligatoires dans les années 70. Il a disparu, comme d'autres auteurs, comme Gilbert Cesbron, qui étaient un peu... On les a considérés comme étant des écrivains catholiques moralisateurs, mais il y a des profondeurs, en tout cas chez Mauriac, qui sont insoupçonnées. Et d'ailleurs, j'ai été, il y a quelques années, voir le musée Mauriac dans sa maison natale. Donc j'ai fait des démarches pour aller comprendre cet auteur. Oui. J'ai d'ailleurs même fait le chapitre 0 d'une de ses œuvres, qui s'appelle Thérèse des Quérous, donc ce qu'on appelle la préhistoire d'une histoire. J'ai fait ça en une nuit, donc c'est un travail qui est fait assez rapidement, par hommage, par passion, par envie, simplement. Vous écrivez où quand vous écrivez des livres? Vous avez écrit 87 livres, je crois. La plupart sont réfléchis dans des promenades, et puis ils sont écrits chez moi. Ils sont écrits et alors, plus récemment, maintenant, je pars une semaine à l'étranger. Donc, je m'isole complètement pour écrire, avec 2 ordinateurs, pour être sûr que s'il y en a un qui tombe en panne, mais que l'autre fonctionne, avec un bon Wi-Fi, et ça me permet de me mettre en isolation. J'ai fait ça en Suisse récemment, j'ai fait ça en France, dans différents... Donc je dois être dans un endroit qui est tout à fait isolé, avec un confort parfait, pour ne pas avoir d'embarras logistique. Mais la réflexion, c'est une saillance. Par exemple, depuis 2-3 jours, j'ai pas d'idée, puis tout d'un coup, il y en a peut-être une qui va venir tout à l'heure, on verra bien. Et les idées, elles arrivent quand vous êtes justement dans des moments de calme et des moments de rien, entre guillemets? Oui, ou de révolte. Je pense qu'on dit que les gens heureux n'écrivent pas. Et c'est assez vrai, je pense. J'ai l'intuition qu'on écrit quand on passe dans des phases, je ne vais pas dire cyclotimiques, mais dans des phases sinusoïdales de comportement, c'est-à-dire qu'on passe de l'euphorie à la peur, à la dépression, à l'anxiété. Et dans ces chutes ou ces remontées brutales, on a, je crois, une vulnérabilité à l'idée qui peut se transformer en plume. Et donc j'essaye de capturer ces moments, de les noter. Donc j'ai des petits bouts de papier partout et un stylo que j'utilise pour noter quelques bribes d'idées. Je n'arrive même plus à me relire quand je les écoute d'ailleurs. Et puis voilà, il y a des choses qui se font. Mais par contre, les mettre en mots ensuite, ça, là vous devez être dans un bon mood. Oui, tout à fait. Il faut que je sois dans un très concentré. D'ailleurs, le pire, c'est commencer un livre. Parce que c'est 2 jours d'isolation complète. Pour commencer un livre, je pars souvent du précédent, avec des petits bouts de texte que j'agrémente, puis je laisse tomber ce qu'il y avait amorcé. Et donc c'est un peu comme une vague qui se régénère en permanence. En fait, et je crois que chaque livre appelle le suivant. Parfois avec quelques années de retard. Est-ce que vous avez une citation favorite ou une maxime ou quoi que vous dites régulièrement dans la journée, dans la Alors semaine? Oui, il y a cette phrase extraordinaire de Charles de Gaulle ou de Mauriac. Je n'ai jamais compris très bien qui en avait été l'auteur, mais qui disait les passionnés vivent, les résignés durent. Je pense que ça vient de Mauriac. En fait, c'est une devise d'accablement complet. Ou bien on a une vie morne et finalement qui va durer longtemps, mais on n'aura pas apporté grand-chose. Ou bien on est passionné, mais on sait que la passion est dévorante et finalement finit par éteindre et à consumer la personne qui en est la victime ou la détentrice. Et donc voilà, je pense qu'il faut... J'aurais préféré, je pense, avoir une vie plus courte mais de passion qu'une vie longue de raison. C'est qui Dieu pour vous? Est-ce que c'est une inspiration? Comment est-ce qu'il s'incarne chez vous? Se poser cette question me ramène à ce que Einstein avait répondu quand on lui avait demandé s'il croyait en Dieu. Il avait dit « Définissez d'abord moi Dieu ». C'est compliqué. Moi, je pense on n'est pas le produit du hasard, on est dans un ensemble cosmique absolument gigantesque, mais je ne sais pas si la représentation qu'on fait de Dieu, qui est en fait très inspirée de nos propres figurations d'inspiration judéo-chrétienne, sont les bonnes. Je n'en sais rien, finalement. Je ne crois pas qu'on soit une coïncidence, certainement pas.
je ne sais pas si un grand plan nous est réservé non plus, mais par contre, je parlerai plutôt de spiritualité plutôt que de divinité. Moi, ce qui m'importe, c'est trouver des vérités, des paix personnelles qui sont en résonance avec, avec le grand tout, comme on dit. C'est comme ça que je vois les choses. Mais je ne peux pas. J'ai été baptisé. En même temps, je suis un enfant un peu singulier par l'Église, parce que mes parents ont obtenu l'annulation du mariage chrétien avec 3 enfants, ce qui est quand même assez particulier. Ah ouais, c'est particulier. Dans les années 70, Et donc, voilà, j'ai un ami prêtre, Éric de Beuquelaar, qui est un homme que j'estime énormément, avec qui j'ai écrit 2 livres d'ailleurs. Vraiment, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de tendresse, d'amitié profonde. Et voilà, mais je ne suis pas sûr que j'ai besoin de définir Dieu pour parler de spiritualité. Peut-être que c'est dans les mots aussi qu'on trouve les choses, dans les images, dans les respirations, dans les odeurs. Ouais. Fin de la deuxième partie qui a été très très intéressante aussi. On va écouter Maxime Le Forestier avec Les Jours Meilleurs. C'est aussi une chanson que vous avez choisie. Oui, c'est une chanson qui a quelques décennies et qui est en fait, qui n'est pas une des premières de son répertoire, mais qui est en fait le rebond de la jeunesse d'après-guerre, qui veut vivre, qui a échappé aux tragédies et qui veut retrouver des espoirs, donc en fait des jours meilleurs. C'est une chanson assez étonnante et qu'il a reprise parfois en quatuor avec 4 guitares. Ah oui. Et Maxime Le Forestier est un homme assez étonnant, voilà, qui a eu une carrière merveilleuse. Je pense c'est un auteur, compositeur majeur du XXe siècle, mais c'est quelqu'un qui a voulu vivre en paix, loin du show business. Voilà, on est de retour sur une RCF, Bérénice Delafaye au micro avec Monsieur Coleman, Bruno Coleman. Troisième partie sur votre projet plutôt en tant que tel, donc votre livre ici, qui est donc le 3e d'une série de 4, si j'ai bien compris. Pourquoi vous avez écrit Est-ce que c'est pour vous racheter aussi de ces quelques dizaines d'années où vous avez prôné en fait tout ce qui est capitalisme C'est pas exclu à certains égards, mais je crois que ma démarche n'est pas émotive. C'est pas du tout un sentiment de culpabilité qui m'a poussé à écrire ces textes. D'ailleurs, je ne suis pas coupable, sauf d'avoir fait fonctionner un système qui a beaucoup de mérite par ailleurs. C'est plutôt une démarche intellectuelle, c'est-à-dire qu'à un moment j'ai compris, j'ai pressenti, et peut-être que mes racines américaines, j'avais une grand-mère américaine et que mes séjours et mes études aux États-Unis m'y ont poussé, j'ai eu cette intuition que le néolibéralisme, qui est en fait un courant de pensée très très lointain, qui vient du courant classique d'il y a 2 siècles, n'était pas en fait conciliable avec l'État-providence. Et qu'il y avait un choix de modèle à faire. Ou bien on a un choix de modèle qui est de type anglo-saxon, où chacun est en vulnérabilité, chacun est en risque personnel sans avoir un filet de sécurité, ou bien on veut un système qui est plus solidaire. Et je crois que le système plus solidaire qu'on possède en Europe, qui est un système qui a beaucoup de vertus et qui est de nature à apporter la paix sociale. Alors bien sûr, c'est un système qui est moins efficace, c'est un système qui est peut-être moins innovant, parce que comme les humains sont moins en vulnérabilité, l'envie ou la peur qui conduit à se dépasser n'est pas là. Mais je pense que c'est un système qui a beaucoup de vertus. Et je crois aussi que sans tempérance sociale, sans équilibre sociétaux, on n'arrive à rien finalement. On n'arrive à rien. On arrive à des sociétés qui sont violentes de manière latente, de manière étouffée. Et j'ai pas envie de ça, moi. Mais donc pour vous, en fait, le modèle anglo-saxon qui a été en fait importé ici en Europe n'est pas compatible avec ce pourquoi l'Europe a été construite, par exemple la solidarité, le vivre ensemble et tout ça. Tout à fait ça. Ouais. Le modèle anglo-saxon, il est basé sur la mobilité parfaite et exacerbée des facteurs de production, dont le travail. Nous, on promeut une certaine immobilité par le facteur de solidarité. Et c'est aussi un modèle, je pense, et ça fait l'objet de mon livre, qui n'est pas compatible avec les limites planétaires. C'est un capitalisme d'anticipation. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a toujours vécu dans un système capitaliste, en tout cas dans nos économies, mais c'était un capitaliste tempéré, d'origine, on va dire, allemande, rhénane, comme on dit. On parle d'ordolibéralisme, qui est une sorte de capitalisme ordonnancé par l'État. Et puis, le capitalisme anglo-saxon, il a fait basculer la ligne du temps. Au lieu de partager ce qui était accompli, on a anticipé ce qui n'était pas encore. Et on a entraîné le monde entier dans une frénésie de consommation, de surconsommation. Et quand on parle maintenant de sobriété, on devrait plutôt utiliser le mot modération. Je pense que ça a une certaine logique. On est devenus maintenant des frénétiques, des agents économiques que la moindre brillance distrait.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a énormément de personnes qui ne s'en sortent plus. On parle bien sûr des fractures sociales, digitales, patrimoniales, géographiques et que sais-je, mais je pense que la santé mentale est un enjeu gigantesque de nos sociétés, on n'en parle pas beaucoup, mais la santé mentale n'est pas apaisée par un modèle anglo-saxon au sein duquel la biologie humaine, c'est la dernière protection. Vous parliez de sobriété et vous dites qu'il faut plutôt dire modération. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Sobriété, ça fait un peu peur. Je pense que ça fait... c'est un mot qui donne l'impression qu'on va faire la décroissance. Oui. La modération, c'est un terme que je rapproche du mot tempérance, c'est-à-dire retrouver un équilibre. Vous savez, ce qui m'a un jour frappé, c'est qu'il paraît qu'on ne met qu'une fois ou 0 fois 40% des habits qu'on achète. Et c'est pas tout à fait faux. Hein. Chez moi, j'ai des piles de t-shirts que j'ai achetés en vacances, que j'aimais bien mettre, et puis finalement, voilà, les saisons passent, les années s'écoulent et on ne les met plus. Alors qu'en fait, ils sont sympathiques, on est ébloui par certaines images. Il paraît qu'on jette aussi à peu près 40% de la nourriture qu'on achète. Donc c'est pas bien. Je pense qu'on est dans des... Et moi, depuis que j'ai entendu ça, je vis différemment, vraiment différemment. Ah oui. Et quoi, c'est des petits trucs comme ça qui vous ont fait que vous avez quand même changé aussi. Des prises de conscience, des reflets de mon propre comportement. Et tout ça, ça m'a fait changer de vie. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on est tous prisonniers en fait du consumérisme. Enfin, je veux dire, on a des téléphones, on est obligé, sinon on vit plus. Enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour justement vivre avec modération? Mais moi, les téléphones, je trouve ça très bien. Hein. Quand on voit la capacité d'innovation et de curiosité qu'on peut gagner grâce à ça. Moi, j'écoute des podcasts de France Inter grâce à mon smartphone. Et donc, je considère que mon intelligence, ma culture générale, elle est démultipliée grâce à ça. Voilà. Je n'écoute pas de musique en radio, mais toujours des podcasts. Et donc, on magasine plein de choses. Non, mais je pense qu'on ne doit pas renoncer au progrès, parce que l'innovation, c'est important. Mais par contre, on doit rester calme à l'intérieur de soi. Calme. Et une fois qu'on est calme à l'intérieur de soi, on n'a pas cette frénésie, ce narcissisme frénétique. Donc c'est plutôt une question d'auto-éducation. Vous parliez tout à l'heure de spiritualité, mais je ne suis pas sûr que je peux rapprocher ces deux notions, mais je sens une certaine affinité élective entre le calme et la spiritualité. Oui, mais j'ai l'impression que, allez, on est dans des milieux quand même, voilà, où on a peut-être été éduqués à ça aussi. Mais les personnes qui sont vraiment dans le consumérisme, qui en fait n'ont pas connu autre chose, ou n'ont pas été éduquées dans la spiritualité, dans machin, comment est-ce qu'on peut faire? Ils sont allez, il y a de la publicité partout, sur leur feed Facebook, sur leur feed Instagram, partout. Comment est-ce qu'on peut réguler ça? Est-ce qu'il faut réguler ça déjà? Réguler, ça va être compliqué, mais je crois qu'il y a tout un travail humaniste d'éducation qui doit être mise en œuvre par les parents, mais aussi par les écoles. Mais je suis quand même surpris de voir que dans les écoles secondaires, cette tendance au respect de la nature, au combat contre le consumérisme inutile, on sent que ça devienne une oppression, est en train de se développer. Moi, je crois beaucoup au système éducatif, et il est de qualité en Belgique. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, il puisse y avoir des personnes qui poussent à la surconsommation sans être à un moment sanctionnées ou en tout cas ramenées à l'ordre. Les militants écologistes, vous en pensez quoi? Je pense que c'est important. Ils ont un rôle extrêmement important à jouer. Je ne suis pas sûr que je partage toutes leurs idées. Et on voit bien que le mouvement écolo en Belgique a dû manger son chapeau et ses selles, avec notamment ce qui était nucléaire. Mais ce n'est pas grave. Je crois que... un écologiste ne doit pas avoir raison ou tort par nature, ni quelqu'un qui ne l'est pas. Je pense qu'ils sont des personnes qui contribuent au débat sociétal. Et même si l'aboutissement n'est pas ce qu'ils avaient espéré, ou au contraire, est-ce qu'ils espéraient, c'est pas important. L'important, c'est d'avoir, je pense, des idées contradictoires, ne pas avoir une sorte de domination manichéenne des choses. Et donc, ça fait partie des frictions qui sont nécessaires et inhérentes à tout système démocratique. Ils sont assez écoutés ou assez entendus par les politiques ou Je crois qu'ils sont d'ailleurs représentés politiquement. Donc finalement, à partir du moment où ils sont représentés politiquement et dans un gouvernement, ils sont écoutés, bien sûr. Alors, vous avez choisi une troisième chanson de Genesis qui s'appelle Calling All Stations. Oui, c'est un album qui a été fait sans Phil Collins, que j'aime beaucoup. Et j'aime bien cette chanson. Tout le monde dit que c'est la plus mauvaise de tout ce groupe. Et moi, je l'ai toujours bien aimée parce que finalement, c'est une chanson qui porte en elle un certain désespoir et qui m'émeut beaucoup. On l'écoute tout de suite. On est de retour pour la 4e partie sur un RCF dans God's Talent avec monsieur Bruno Coleman. À 60 ans, je pense que vous avez voulu réinventer un peu votre vie et réfléchir sur ce que vous faisiez, etc. Oui.
Qu'est-ce que vous avez réfléchi? Oui, parce que je considérais que j'avais travaillé beaucoup pendant 40 ans, même plus. Et j'ai voulu prendre une certaine pause, une respiration dans ma vie, en travaillant un peu moins, en prenant plus que temps d'écouter, en allant à la rencontre de personnes qui sont dans des milieux que je ne connaissais pas, parce que finalement, quand on travaille dans le secteur financier, on vit sur une tête d'épingle avec un monde tellement clos qu'on croit qu'il domine le monde, alors qu'en réalité, il est tout à fait accessoire. Mm-hmm. Et oui, j'ai voulu changer, réfléchir, retrouver la nature, retrouver le sens des choses, parce que si c'est pas maintenant, ce sera jamais. Et j'ai pas voulu surtout m'accrocher, comme j'en ai vu tant, à des positions, à des honneurs. Tout ça ne sert à rien. Enfin, tout ça est vain à l'aune de l'humanité. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, je préfère par exemple m'investir bien dans l'académie, dans des belles conférences. Et j'ai choisi surtout de faire mieux, beaucoup mieux, ce que je faisais. De faire la qualité plutôt que la quantité. Je donne beaucoup de conférences, je fais beaucoup d'écrits. Je veux faire mieux. Donc, j'essaie de m'appliquer, de donner le meilleur de moi-même et de continuer à m'améliorer, on va dire. Vous vous trouvez humble ? Non, on a tous des égos qui sont parfois tonitruants hein, et qui sont violents. On a tous des besoins de reconnaissance, tous. Moi, mon besoin de reconnaissance, il est plutôt dans le respect de l'idée nouvelle, de la structuration de la pensée, dans la qualité d'écriture. Et je serais... Et aussi, c'est vrai dans la publication, parce que je considère que la publication, c'est une discipline. Ça impose les derniers kilomètres d'amélioration, parce qu'on sait qu'on va être lu. Mon dernier livre, par exemple, se vend très bien. Il retire d'ailleurs, il réimprime cet ouvrage. Et donc, c'est important. Donc, j'ai cet ego du réconfort d'avoir des personnes qui m'ont dit j'ai appris quelque chose, c'était intéressant, et ça me pousse à continuer. Comme un étudiant qui me dit tiens, je vous ai eu comme professeur, ça m'arrive de temps en temps, il y a 10 ans, il y a 20 ans, et parfois à l'étranger, je me souviens qu'à Lausanne, je viens de mes anciens étudiants, ou un suiveur de LinkedIn qui dit mais c'est vous. Il dit mais vous m'avez ouvert une idée, je n'avais pas pensé à ça. Et là, je considère que ma vie est gagnée. Et avec le livre là que vous venez de sortir, vous avez déjà eu des débats un peu houleux avec certaines personnes ? Pas houleux. Non, il n'y a pas eu de débat houleux. Il n'y a pas de raison qu'il soit houleux d'ailleurs. Enfin, houleux, je veux dire des gens qui ont d'autres oui, il y en a, mais que vous, quoi. En même temps, un livre, je l'ai écrit d'ailleurs, c'était un dialogue personnel qu'on offre à la collectivité. Donc, c'est un livre, c'est une démarche de grande vulnérabilité. Finalement, c'est plus simple de ne pas écrire. Écrire, c'est fragilisant. Mais que parce que c'est fragilisant, je ne le vois pas comme étant une arme de combat houleux, pas du tout. Non. C'est un échange. Mais c'est ouvrir le débat aussi. C'est ce que je veux faire, oui. Mais je pense que quand on a comme moi eu la chance d'avoir bénéficié d'un enseignement de qualité, et je crois fort à la parabole des talents, hein, où il faut vraiment s'améliorer en permanence. Je pense que c'est la moindre des choses de pouvoir redonner à la société, de manière sage, de manière équilibrée, l'aboutissement d'enseignements dont on a pu bénéficier. Ça, c'est très important pour moi, de donner plus que je n'ai reçu dans tout le système éducatif. Je m'investis beaucoup dans le système éducatif parce que j'ai du respect profond pour l'État qui me l'a prodigué quand j'étais jeune et qui m'a ouvert les portes de l'université en donnant cours. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important de donner beaucoup plus que ce que j'ai pu prendre. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas un homme mercantile du tout. Parce que je considère que la connaissance ne se marchandise pas finalement. D'ailleurs, vous êtes toujours professeur alors dans certaines universités, en fait Flandre, Wallonie, Bruxelles. Hein, oui, est-ce que ça c'est important pour vous aussi ? Oui, c'est important pour moi, encore que je vais sans doute arrêter dans un an, parce que j'aurai 63 ans et je crois qu'il est important il y a des cours qui disparaissent, hein, les cours changent de mode et c'est très bien comme ça. Il faut laisser la place aux jeunes. Je crois qu'il n'y a rien de pire dans le domaine académique que d'occuper la place de nouvelles intelligences. Et puis surtout, je crois que ma génération a formulé certaines idées, s'est sans doute trompée dans beaucoup de domaines, et qu'elle doit laisser la place à d'autres jeunes. Et il faut que d'autres économistes plus jeunes s'imposent, et que ce ne soient pas les mêmes suspects usuels comme moi et d'autres qui monopolisent le débat public. Ça, c'est pas une bonne idée. Les économistes que vous avez formés à l'UNIF, etc., il y en a beaucoup qui se sont détachés de vos idées, que vous avez prônées, ou bien vous ne savez pas ça ? Je ne sais pas. Finalement, comme j'ai des cours techniques plutôt de finance, de comptabilité financière, mais j'ai pas mal d'étudiants qui m'ont dit qu'ils avaient bien aimé mon cours, parfois avec 15 ans de retard, avec 20 ans, et c'est réconfortant. Ça veut dire qu'il y a eu un bâton, un flambeau qui était passé. Ils en font ce qu'ils veulent. Tout ce que je leur dis toujours au début du cours, s'il y a une phrase qui vous aura interpellé,
le cours sera gagné. Les 30 heures de cours ont été gagnés. Vous savez, 30 heures de cours pour une phrase, c'est beaucoup, mais je pense que ça se limite à ça. On est tous frappés par quelques phrases qu'un instituteur... Oui, c'est clair. Ouais. Et par exemple, c'est une question qui me vient comme ça, je ne sais pas si elle est bonne ou bête, mais parce que vous donnez cours à l'UNIF, donc ce sont des gens qui ont déjà les bases, etc. Donner cours en secondaire ou là où les... Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi ou pas? J'ai donné cours en promotion sociale à Charleroi. Je ne donne pas cours en humanité parce que je pense que j'ai un langage qui demande un certain niveau d'érudition, puisque il faut avoir des bonnes bases. Mais encore très récemment, à Bruxelles, j'ai parlé à des classes d'humanité, de réto. J'aime bien le faire, je le fais 1 ou 2 fois par an. Et avec grand plaisir, parce que d'abord, moi, ça me rafraîchit, et puis ça permet de voir quelles sont les préoccupations des personnes plus jeunes. Mais c'est difficile de transposer un cours d'université à un cours d'humanité, parce qu'il faut des bases. Et c'est pour ça que je donne cours dans les dernières années d'université, par les premières. Ah oui, mais même à part vos cours d'UNIF, dû à votre conversion, etc., ça vaut peut-être la peine aussi parfois que les jeunes entendent comment quelqu'un comme vous est passé d'une chose à une autre. Encore que je ne me fais pas trop d'illusions. Vous savez, entre un jeune d'humanité et moi, il y a 40 ans de différence. 45 ans de différence, c'est absolument énorme. Et donc, je crois qu'on fait partie de gens qui peuvent devenir un jour référentiels, qui peuvent être des petites lueurs dans la pensée, mais qui ne seront jamais on va dire, des socles de la pensée. Et je me demande si les jeunes, ça leur fait pas du bien aussi. Peut-être. D'entendre des gens de votre génération, parce qu'il y a toujours tellement un gros décalage entre les générations que voilà. Non, c'est vrai. À quoi va ressembler votre vie, Bruno Coleman ? Écoutez, j'espère qu'elle sera paisible, en bonne santé, on verra. Et j'espère dans le calme, je pense dans le calme. Moi, j'ai quitté la course aux honneurs, j'ai quitté cette frénésie qui m'a transporté pendant très longtemps d'ailleurs. Et tout ce que je veux maintenant, c'est une vie de réflexion, de lecture, beaucoup plus peut-être monacale, monacale pas dans le sens, au sens propre du terme, mais plus apaisée, plus simple, de respiration avec la nature. Ça, c'est très important pour moi. Donc quelque chose qui soit différent, qui soit apaisé. La politique, vous n'y avez pas pensé ? Si, j'y ai pensé, je suis interpellé, mais je garde cette interrogation de savoir si je suis vraiment fait pour ça, dans un système qui a professionnalisé le monde politique, et à juste titre d'ailleurs. Donc est-ce que je ne suis pas mieux d'en être à l'écart et de partager des idées ? Voilà, parce qu'une fois qu'on rentre en politique, on est contraint aussi par sa présence. Donc voilà, l'important pour moi, c'est d'avoir de l'impact. C'est d'avoir, en tout cas, non pas de l'impact de manière autoritaire, mais d'avoir une contribution utile au débat sociétal. Voilà. C'est ça qui est très important pour moi. Et je répète, en grande vulnérabilité. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps, pour ces belles paroles. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à nos auditeurs. Mais qu'il faut avoir confiance, il faut rester calme. Je crois qu'on vit des temps très tourmentés, dont la perception est exacerbée par une actualité qu'on veut anxiogène. Et oui, le monde change, mais il faut garder son calme, sa tranquillité. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Vous êtes optimiste ? Je suis optimiste de raison et un peu pessimiste de sentiment. Donc je crois que l'humanité traversera toujours des phases merveilleuses et puis des phases détestables, et qu'on n'en a pas fini avec les tourments de l'histoire, évidemment. Bon, on va terminer là-dessus. 1000 merci pour votre temps et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Au revoir.